Lâche cette robe, pauvre vieille femme. Tu n'as pas d'argent. » Ces mots cruels résonnent encore dans mes oreilles comme des coups de poignard. Je n'oublierai jamais les regards de pitié des personnes autour de moi, tandis que mes mains tremblantes reposaient cette magnifique robe turquoise sur le portant. Mon propre fils, Pascal, a simplement baissé la tête, feignant de ne pas me connaître. Je m'appelle Madeleine Rousseau. J'ai 67 ans et j'ai travaillé toute ma vie comme institutrice pour élever mon fils unique. Mes mains portent les marques de décennies passées à tenir des craies et à corriger des cahiers, mais mon cœur a toujours été tendre et généreux. Du moins, il l'était jusqu'à ce jour fatidique aux Galeries Lafayette de Paris, dans la boutique Élégance Éternelle. L'humiliation publique fait mal quand elle vient d'un inconnu, mais quand elle vient de la famille, la blessure est bien plus profonde. Sylvie Moreau, ma belle-fille, issue de l'élite parisienne, a transformé ma vie en un enfer silencieux depuis qu'elle a épousé Pascal. Mais ce jour-là, sa cruauté a atteint un nouveau sommet. Quand Pascal m'a invité à vivre avec lui, après la mort de mon Henri, j'avoue avoir hésité. Pendant 4 décennies, j'ai vécu dans la même petite maison à Montmartre, où chaque recoin gardait un souvenir. C'est là que Pascal a fait ses premiers pas. C'est là que j'ai pleuré la mort prématurée de mon mari. C'est là que j'ai passé des nuits entières à préparer mes cours pour payer les études universitaires de mon fils. « Maman, vous ne pouvez pas rester seule », a insisté Pascal dans les semaines qui ont suivi les funérailles. « J'ai une chambre de libre, l'appartement est grand. Vous méritez de vous reposer maintenant. » Ses yeux étaient sincères, le même regard déterminé qu'il avait enfant quand il décidait de m'aider à corriger les cahiers de mes élèves pour économiser ma vue fatiguée. Mon fils a toujours été un enfant sensible, intelligent, le premier de la famille à entrer à l'université. Comme institutrice d'école primaire, je gagnais peu, mais chaque centime économisé était pour son éducation. Pascal a répondu à ce sacrifice en obtenant son diplôme avec mention. La première fois que je suis entrée dans l'appartement de Pascal et Sylvie, un lieu somptueux à Saint-Germain-des-Prés, j'ai senti un nœud à l'estomac. Parquets en chêne massif, œuvres d'art contemporaines au mur, une vue imprenable sur la Seine. C'était un monde si éloigné du mien que je me suis sentie comme une intruse avant même d'avoir franchi le seuil. Je me souviens encore de l'expression de Sylvie ce jour-là, évaluant ma simple tenue et mon petit sac usé avec un mélange de dédain et de résignation polie. Elle m'a montré ma chambre, la plus petite de l'appartement, anciennement un bureau, adapté avec un lit simple lorsque je me suis installée. Les murs étaient nus, sans les photographies et souvenirs qui décoraient mon ancienne maison. Sylvie ne permettait pas de décoration kitsch dans les espaces de commun. Les premiers mois ont été un exercice d'humilité quotidien. Chaque repas était une leçon sur ce que je ne savais pas. Quelle fourchette utiliser, comment tenir mon verre de vin, quel sujet était approprié à table. Sylvie corrigeait mes erreurs avec un sourire glacial qui n'atteignait jamais ses yeux. « Madeleine, très chère, on ne pose pas les coudes sur la table. C'est la base de l'étiquette, n'est-ce pas ?» Pascal observait ces petites humiliations avec un malaise évident, mais n'intervenait jamais. Parfois, je surprenais dans son regard une lueur de l'enfant qu'il avait été, celui qui se blottissait contre moi pendant les orages, celui qui m'apportait des fleurs sauvages, cueillies sur le chemin de l'école. Mais cette lueur disparaissait rapidement, remplacée par l'expression distante de l'homme qu'il était devenu sous l'influence de Sylvie. La naissance du petit Thomas, il y a 4 ans, a semblé adoucir temporairement la situation. J'ai retrouvé un rôle, celui de grand-mère, et même Sylvie semblait apprécier mes compétences pour calmer les pleurs du bébé ou l'endormir avec de vieilles berceuses. Mais cette trêve n'a pas duré. Dès que Thomas a commencé à parler, Sylvie a commencé à limiter mon temps avec lui, craignant que mon accent provincial et mes manières démodées ne l'influencent négativement. « Thomas doit être préparé pour intégrer les meilleures écoles de Paris », expliquait-elle à Pascal, suffisamment fort pour que je l'entende depuis ma chambre. « Il ne peut pas se permettre d'être différent. » Je vivais dans cette atmosphère suffocante depuis presque 5 ans quand cet incident à la boutique Élégance Éternelle s'est produit. Ce qui aurait dû être une simple sortie familiale est devenu le catalyseur d'un changement que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce jour-là, je portais ma robe préférée, un modèle simple à fleurs bleues que j'avais depuis des années. Rien d'extravagant, mais propre et soigné,
Du moins, je le pensais. Nous devions simplement déjeuner au café Les Deux Magots, puis rentrer. Mais Sylvie avait d'autres plans. « On doit passer aux Galeries Lafayette avant », a-t-elle annoncé dans la voiture. « J'ai besoin d'un cadeau pour l'anniversaire de maman. » J'ai vu Pascal se tendre légèrement. Les sorties aux Galeries Lafayette avec Sylvie étaient rarement rapides. Et il savait que je me fatiguais vite à cause de mon arthrite. Mais comme toujours, il a cédé. « D'accord, mais juste 1 heure. Maman a besoin de se reposer. » Les Galeries Lafayette étaient bondées ce jour-là, remplies de touristes et de Parisiens élégants. Je me sentais déjà déplacée parmi la foule chic, essayant de rester discrète derrière Pascal et Sylvie, qui avançaient avec assurance entre les comptoirs de parfums et d'accessoires de luxe. « Je dois monter au 3e étage, à la boutique Élégance Éternelle », a déclaré Sylvie. « Maman adore leurs écharpes en soie. » J'ai suivi docilement, de plus en plus mal à l'aise à mesure que nous montions les escalators. Chaque étage semblait plus intimidant, plus exclusif que le précédent. Au 3e, j'ai retenu mon souffle en entrant dans la boutique Élégance Éternelle. L'atmosphère était raréfiée. Lumière tamisée, musique classique discrète, vendeuse impeccablement vêtue qui scrutait les clients avec un œil exercé pour distinguer les acheteurs sérieux des simples curieux. Sylvie a été immédiatement accueillie comme une habituée. « Madame Moreau, quel plaisir de vous revoir. La nouvelle collection vient d'arriver. » J'ai remarqué le regard rapide que la vendeuse m'a lancé, évaluateur, puis dismissif, me classant instantanément comme n'appartenant pas à cet univers. Elle s'est concentrée exclusivement sur Sylvie, l'escortant vers un présentoir d'écharpes aux couleurs chatoyantes. Je suis restée en retrait, admirant silencieusement les vêtements exposés, n'osant pas toucher quoi que ce soit. Pascal s'était éloigné pour répondre à un appel téléphonique, me laissant seule à attendre. C'est alors que je l'ai vue, suspendue un peu à l'écart, comme si elle m'attendait. Une robe turquoise d'une simplicité élégante, pas ostentatoire, pas couverte de paillettes ou d'ornements extravagants. Juste un modèle classique en soie pure, dans cette nuance particulière qui rappelait le ciel d'été à Étretat, où Henri m'emmenait chaque année pour notre anniversaire de mariage. « Cette couleur fait ressortir le bleu de tes yeux », disait-il toujours. Sans réfléchir, comme attiré par un aimant, je me suis approchée. Mes doigts ont effleuré le tissu, si doux qu'il semblait liquide. Pour un instant, j'ai oublié où j'étais. J'ai imaginé porter cette robe à la prochaine fête d'anniversaire de Thomas, être belle pour lui, voir la fierté dans ses yeux en présentant sa grand-mère à ses petits amis. J'ai pris délicatement la robe par le cintre, la tenant contre moi pour voir comment elle tomberait. C'est à ce moment précis que j'ai entendu le claquement des talons de Sylvie sur le sol de marbre et sa voix stridente qui a brisé mon rêve éveillé. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Elle se dirigeait vers moi, les yeux verts, étincelants de colère, le visage déformé par un mépris qui ne prenait même plus la peine de se dissimuler. Avant que je puisse répondre, elle m'a arraché la robe des mains. « Lâche cette robe, pauvre vieille femme. Tu n'as pas d'argent. » Le temps semblait s'être figé. La musique d'ambiance continuait de jouer doucement, mais pour moi, il n'existait qu'un silence assourdissant, rompu seulement par les battements affolés de mon cœur. J'ai senti les regards des vendeuses, des autres clients, même d'un homme élégant que j'ai appris plus tard être Antoine Moreau, l'influent père de Sylvie. J'ai cherché les yeux de mon fils, implorant silencieusement de l'aide, une défense, n'importe quel geste montrant que sa mère comptait encore pour lui. Mais Pascal fixait obstinément ses propres chaussures, les mains dans les poches, le visage rouge de honte, pas à cause du comportement de sa femme, j'ai réalisé avec douleur, mais à cause de la présence de sa mère, trop simple pour cet environnement. « Excusez-moi » ai-je murmuré, replaçant la robe sur le portant avec des mains qui tremblaient tellement que je pouvais à peine coordonner mes mouvements. Une larme rebelle a échappé, mais je l'ai essuyée rapidement. Je ne donnerai pas à Sylvie le plaisir de me voir pleurer. Sophie, une jeune vendeuse d'une trentaine d'années, s'est approchée discrètement et m'a offert un verre d'eau. Son regard compatissant fut la seule gentillesse que j'ai reçue à ce moment-là. « Vous allez bien, madame ?» a-t-elle chuchoté, tandis que Sylvie s'éloignait déjà, se dirigeant vers une autre section de la boutique, comme si rien ne s'était passé. « Je vais bien », ai-je répondu automatiquement. La réponse préfabriquée
que j'avais donné tant de fois ces dernières années. Je vais bien, j'ai l'habitude, tout va bien. Mais ce n'était pas le cas. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement l'humiliation publique, c'était la constatation que mon propre fils, cet enfant que j'avais élevé seul après la mort prématurée de mon mari, celui pour qui j'avais sacrifié rêve, santé et jeunesse, n'avait pas levé le petit doigt pour me défendre. Le déjeuner au café Les Deux Magots fut annulé. Sur le chemin du retour, à l'arrière de la voiture importée de Pascal, j'observais les rues de Paris défiler par la fenêtre, mais je ne voyais rien. Mon esprit était ailleurs, revivant non seulement l'épisode de la boutique, mais toutes les petites et grandes indignités que j'avais avalées silencieusement ces dernières années. Les insinuations durant les dîners de famille, les commentaires sur mon apparence, mes vêtements, mes manières à table, la façon dont Sylvie limitait mon accès à mon propre petit-fils, comme si je pouvais le contaminer avec ma simplicité. Les fois où elle réorganisait ma petite chambre dans leur appartement, jetant des objets personnels qu'elle considérait comme des vieilleries. Et surtout, la manière dont elle empoisonnait mon fils contre moi, avec des mensonges murmurés à l'oreille durant la nuit, faisant douter Pascal de plus en plus de sa propre mère. En arrivant à l'appartement, ce lieu froid et impersonnel à Saint-Germain que je n'ai jamais ressenti comme mon foyer, je suis allée directement dans ma chambre. C'était la plus petite de l'appartement, anciennement un bureau, adapté avec un lit simple quand j'ai emménagé après être devenue veuve. Les murs étaient nus, sans les photographies et souvenirs qui décoraient mon ancienne maison à Montmartre. Sylvie ne permettait pas de décoration kitsch dans les espaces communs. Assise au bord du lit, regardant mes mains ridées et calleuses, j'ai pris une décision. Je ne savais pas encore comment, mais cette humiliation ne resterait pas impunie. Non par vengeance mesquine, mais parce que quelque chose en moi criait qu'il était temps de retrouver ma dignité. Ce que je ne savais pas, à ce moment de résolution silencieuse, c'est que le destin était sur le point de m'offrir une arme bien plus puissante que je n'aurais pu l'imaginer. Une vérité cachée qui changerait tout. Une semaine après ce terrible épisode à la boutique, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Pascal m'a demandé de ranger leur chambre pendant qu'ils emmenaient Thomas chez le pédiatre. L'employé de maison était en congé ce jour-là, et comme toujours, on s'attendait à ce que je comble les lacunes. C'était un matin frais d'avril. Le soleil entrait timidement par les fenêtres de cet appartement, que je n'ai jamais senti comme le mien. Pascal est apparu à la porte de ma petite chambre, avec cette expression que je connaissais bien. Culpabilité mêlée d'irritation. Maman, Sylvie et moi emmenons Thomas chez le pédiatre. Pourriez-vous ranger notre chambre pendant notre absence? La femme de ménage est en congé aujourd'hui. Une partie de moi voulait refuser, dire que je n'étais pas leur domestique, mais une autre partie, peut-être la mère qui n'a jamais cessé d'exister, voulait saisir n'importe quelle occasion de montrer sa valeur, d'être utile au fils qui m'échappait entre les doigts. Bien sûr, mon fils, ne t'inquiète pas. Il a hoché la tête sans me regarder dans les yeux et est parti. 15 minutes plus tard, j'ai entendu la voiture partir. Je suis entrée dans la chambre principale avec précaution, presque comme une intruse. C'était une pièce qui reflétait parfaitement Sylvie, froide, impersonnelle, impeccablement décorée, sans une seule photographie ou objet qui racontait une histoire. J'ai changé les draps, nettoyé les surfaces, organisé les magazines de décoration et de mode qu'elle collectionnait. C'est alors que j'ai remarqué une petite irrégularité dans la doublure de l'armoire. L'une des planches supérieures semblait légèrement désalignée. Utilisant une chaise pour l'atteindre, j'ai essayé de l'ajuster. C'est alors que la boîte est tombée. Une boîte à chaussures coûteuse, de celles qui viennent avec de la soie à l'intérieur, cachée derrière des sacs de marque. Le contenu s'est répandu sur le sol, enveloppes, documents, quelques photographies. Je me suis précipitée pour tout ramasser, craignant que Sylvie ne découvre que j'avais touché là. C'est alors qu'une enveloppe a attiré mon attention. Elle portait le logo d'un laboratoire médical renommé et était adressée à Pascal. Je n'avais pas l'intention de fouiner. Je le jure sur tout ce qui est sacré. Mais l'enveloppe était ouverte et quelque chose me disait que son contenu était important. Ce que j'y ai vu a tout changé. C'était un test ADN, daté d'il y a 3 ans, quand Thomas était encore un bébé. Les mots sautaient de la page comme s'ils étaient en néon.
Probabilité de paternité, 0%. Mon petit-fils, cet enfant que j'aimais de chaque fibre de mon être, n'était pas le fils biologique de mon Pascal. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le papier. À côté du test se trouvaient des relevés bancaires montrant des virements mensuels à un compte au nom de Nicolas Lambert. J'ai immédiatement reconnu le nom. C'était l'ancien associé de Pascal dans son cabinet d'architecture, celui qui avait quitté l'association il y a environ 4 ans, peu avant le mariage de Pascal et Sylvie, suite à un désaccord que mon fils n'avait jamais voulu détailler. Il y avait aussi des photos, des photographies qu'une mère ne devrait jamais voir impliquant son fils. Sylvie et Nicolas, dans des situations intimes, dans une chambre d'hôtel que j'ai reconnue comme faisant partie d'un complexe de luxe où Pascal avait mentionné avoir passé un week-end d'affaires il y a quelques années. La vérité m'a frappée comme un coup de poing. Sylvie trahissait mon fils depuis le début. Thomas était le fruit de cette trahison. Et le pire, Pascal le savait. Il savait et avait choisi d'élever l'enfant comme le sien, tout en payant le véritable père pour qu'il reste à l'écart. Je me suis assise au bord du lit, essayant de respirer. Tant de choses avaient maintenant un sens. L'éloignement de Pascal, sa complaisance face aux abus de Sylvie, son refus de l'affronter. Ce n'était pas seulement de la manipulation, c'était du chantage émotionnel. Elle le tenait prisonnier de ce terrible secret. D'une main tremblante, j'ai tout remis dans la boîte et les replacé à son endroit. Je suis descendue de la chaise, sentant mes jambes faibles, et me suis rassise sur le lit, essayant de digérer cette découverte dévastatrice. Comment pourrais-je regarder mon fils maintenant, sachant le fardeau qu'il portait silencieusement? Comment pourrais-je continuer à vivre sous le même toit que cette femme qui non seulement me méprisait, mais qui avait trahi et humilié mon fils de la pire façon possible? Mais autre chose est née en moi à ce moment-là, une résolution, une force que je ne savais pas encore posséder. Sylvie avait peut-être retourné mon fils contre moi, elle m'avait peut-être humilié publiquement, mais maintenant j'avais quelque chose qu'elle n'attendait pas, la vérité. Et avec cette vérité viendrait ma rédemption. Ce soir-là, quand ils sont rentrés, j'ai agi normalement. J'ai servi le dîner, j'ai joué avec Thomas, j'ai supporté les regards froids de Sylvie. Mais intérieurement, je bouillonnais. Un plan commençait à se former. J'avais besoin de plus d'informations, de preuves plus concrètes. Et surtout, je devais découvrir si cette farce continuait. Si Sylvie maintenait toujours le contact avec Nicolas. La réponse est venue d'une source inattendue. À peine une semaine plus tard, j'étais dans la file d'attente à la caisse du supermarché quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. « Madame Rousseau, vous vous souvenez de moi ?» Je me suis retournée et j'ai immédiatement reconnu ses yeux bienveillants. C'était Sophie, la jeune vendeuse de la boutique Élégance Éternelle qui m'avait offert de l'eau pendant mon moment d'humiliation. « Bien sûr que je me souviens de vous, ma fille », ai-je répondu, ressentant un mélange de honte et de gratitude. « Comment pourrais-je oublier ?» Sophie a regardé autour d'elle, comme pour vérifier si nous étions observés, et a baissé la voix. « J'ai essayé de vous parler depuis ce jour-là. Ce qui s'est passé était horrible et injuste. Quelque chose dans la sincérité de cette jeune femme m'a profondément touchée. Peut-être était-ce la solitude que je ressentais, peut-être le besoin désespéré d'un allié, mais je l'ai invitée à prendre un café juste là, dans le petit kiosque du supermarché. Entre 2 gorgées de café tiède dans des gobelets en plastique, Sophie m'a raconté quelque chose qui m'a glacé le sang. « Madame Rousseau, saviez-vous que votre belle-fille fréquente régulièrement la boutique? Toujours avec le même homme, jamais avec votre fils. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Quel homme? Grand, brun, toujours bien habillé. Il semble intime. Elle a légèrement rougi. Je l'ai entendu l'appeler « mon amour » dans la cabine d'essayage. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Connaissez-vous son nom? Ai-je demandé, soupçonnant déjà la réponse. Nicolas, je crois. Il a payé par carte une fois. Lambert, si je ne me trompe pas. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ce n'était pas seulement une affaire passée, un écart qui avait résulté en Thomas. La trahison continuait, effrontément, pendant que mon fils travaillait pour maintenir cette façade de famille heureuse. Sophie a aperçu mon trouble et, étonnamment, m'a offert son aide. Ma cousine travaille comme femme de ménage chez les parents de votre belle-fille, les Moreau. Si vous voulez en savoir plus, je n'ai jamais été une personne vindicative ou indiscrète. J'ai passé ma vie tête baissée,
travaillant honnêtement, évitant les conflits. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est transformé. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour mon fils, pour le petit Thomas qui, innocent, grandissait au milieu de tant de mensonges. « Je veux tout savoir », ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, Sophie est devenue mes yeux et mes oreilles. Grâce à elle et à sa cousine Camille, qui travaillait dans le manoir des Moreau à Neuilly-sur-Seine, j'ai commencé à assembler le puzzle de la double vie de Sylvie. J'ai découvert que ces cours de pilates des mardis et jeudis étaient en réalité des rendez-vous dans un appartement luxueux du Marais, que ses voyages d'affaires à Lyon coïncidaient souvent avec ceux de Nicolas, que les cadeaux coûteux qu'elle exhibait fièrement, bijoux, sacs, vêtements de marque, ne venaient pas toujours de la carte de crédit de mon fils. Monsieur Antoine, le père de Sylvie, soupçonnerait quelque chose, m'a confié Camille lors d'une de nos rencontres secrètes au café Les Deux Magots. Mais il ferme les yeux. Ce qui lui importe, c'est de maintenir les apparences. Et la mère, Madame Jeanne, elle est différente. Une femme intègre, sévère même. Si elle savait la moitié de ce que fait sa fille, Camille a secoué la tête. Elle a un code moral démodé, mais ferme. Elle prend au sérieux des choses comme l'honneur familial. Chaque nouvelle information était comme une pièce s'emboîtant dans la mosaïque de la vérité. Je gardais tout dans mon cœur, attendant le moment opportun, rassemblant mon courage. Un après-midi, alors que tout le monde était sorti, j'ai eu l'audace de vérifier le téléphone portable de Sylvie qu'elle avait oublié en charge dans le salon. Le mot de passe était facile. La date de son anniversaire, un exemple classique de la vanité qui l'empêchait d'imaginer que quelqu'un puisse envahir sa vie privée. Ce que j'y ai trouvé a tout confirmé. Messages, photos, projets. Sylvie ne trahissait pas seulement mon fils, elle le méprisait. Dans des conversations avec Nicolas, elle se référait à Pascal comme l'idiot, se moquait de son dévouement à la famille, ridiculisait ses origines modestes, mes origines. Dans un message particulièrement douloureux, elle écrivait « Je ne supporte plus cette vieille fouineuse dans ma maison. » Pascal insiste pour la garder par pitié. Typique de lui, toujours le bon samaritain. Il ne sait même pas que son précieux fils n'est même pas le sien. J'ai lu cela et j'ai ressenti un mélange de nausée et de fureur. Comment une femme pouvait-elle être si cruelle, si calculatrice? Comment pouvait-elle jouer avec les sentiments d'un homme bon comme mon fils? Mais le message qui m'a vraiment coupé le souffle était un échange récent. Nicolas. Et si on disait la vérité? Je suis fatiguée de cette situation. Je veux mon fils. Sylvie. N'y pense même pas. Pascal est parfait comme père de façade. Riche, travailleur, naïf. De plus, tu as renoncé légalement quand tu as accepté cet accord. Alors c'était ça. Un accord légal. De l'argent échangé contre le silence, contre le déni de paternité. Pascal savait que Thomas n'était pas son fils biologique et pourtant, il avait accepté de l'élever, payant le vrai père pour le tenir à l'écart. Quel genre d'accord était-ce? Quel pouvoir Sylvie avait-elle sur mon fils pour le forcer à une telle humiliation? Les réponses sont arrivées petit à petit, en fragments de conversations entendues, en documents trouvés accidentellement, en confidences échangées avec Sophie et Camille. 5 ans plus tôt, Pascal et Nicolas étaient des associés prometteurs dans un cabinet d'architecture. Ils avaient remporté un appel d'offres important pour un projet gouvernemental, le premier grand bond en avant pour leur entreprise. C'est à ce moment que Sylvie est entrée en scène. Fille de l'élite, avec des contacts puissants, elle s'est approchée des 2 associés en proposant d'ouvrir des portes. Séduite par le statut émergent de Pascal et par le charme latin de Nicolas, elle s'est impliquée avec les 2 simultanément. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a vu en Pascal le meilleur candidat au mariage, plus stable, plus malléable, plus présentable pour la famille traditionnelle. Mais elle a maintenu la romance avec Nicolas, la passion interdite qu'elle n'a jamais réussi à abandonner. Le test ADN fait secrètement à révéler la vérité. Pascal, dévasté, a confronté les 2. Nicolas, en difficulté financière après une série d'investissements malheureux, a accepté un accord, une somme mensuelle en échange de son éloignement et de ne jamais réclamer la paternité. Sylvie, craignant le scandale qui ruinerait sa réputation dans la haute société, a utilisé l'influence de sa famille
pour convaincre Pascal d'accepter cette situation, menaçant de détruire son cabinet avec des procès et l'annulation de contrats s'il l'exposait. Mon fils, acculé et déjà émotionnellement impliqué avec le bébé qu'il croyait être le sien, a accepté ce pacte diabolique. Il s'est séparé de son associé, a épousé Sylvie et a enterré la vérité au fond de son âme. Une tragédie silencieuse qui expliquait tant de choses. Le regard toujours triste derrière le sourire de Pascal, son dévouement presque obsessionnel au travail, sa tolérance inexplicable aux caprices et cruautés de Sylvie, son éloignement progressif de moi, la seule personne qui aurait pu voir à travers le masque qu'il portait quotidiennement. Lors d'une de mes conversations avec Sophie, elle m'a révélé quelque chose qui a allumé une lueur d'espoir. « Madame Rousseau, saviez-vous que l'anniversaire de Madame Jeanne, la mère de Sylvie, sera le mois prochain? Ma cousine dit qu'ils organisent une grande réception au restaurant La Coupole. Toute la famille sera là, y compris Monsieur Antoine, qui apparaît rarement dans ces événements sociaux. » Une idée a commencé à se former dans mon esprit. S'il y avait quelqu'un capable de mettre fin à cette farce, c'était Antoine Moreau, le patriarche sévère qui, selon tout le monde, ne tolérait pas le déshonneur dans la famille. « Ta cousine pourrait-elle obtenir une invitation pour cette fête ?» ai-je demandé. Sophie a semblé surprise. « Vous pensez à mettre fin à ce mensonge une fois pour toutes ?» ai-je répondu, avec une conviction que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse. Le plan était risqué, presque téméraire. Mais quand on est acculé, quand on a déjà presque tout perdu, la peur cède la place à un courage né du désespoir. Dans les semaines qui ont précédé la fête, j'ai rassemblé toutes les preuves, copie des messages, du test ADN, des relevés bancaires montrant les paiements à Nicolas. J'ai tout gardé dans une enveloppe que je portais sur moi comme un talisman. À la veille de la fête, Pascal m'a surprise avec une annonce. « Maman, demain c'est l'anniversaire de la mère de Sylvie. J'aimerais que vous nous accompagniez. » J'ai failli m'étouffer avec le thé que je buvais. C'était la première fois en des années qu'il m'invitait à un événement familial important. « Tu es sûr, mon fils? Sylvie n'y voit pas d'inconvénient ?» Il a détourné le regard, ce geste si caractéristique quand il mentait ou omettait quelque chose. En fait, c'était son idée. Elle a dit que vous aviez besoin de socialiser davantage, de rencontrer des gens. Quelque chose clochait. Sylvie ne m'inclurait jamais volontairement dans son cercle social. Quel était le piège? J'ai accepté quand même. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai mis mes plus beaux vêtements, un ensemble bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales. Sylvie m'a regardé de haut en bas quand je suis descendue les escaliers, un fin sourire sur ses lèvres parfaites. « Madame Rousseau, peut-être voudriez-vous porter ceci ?» Elle m'a tendu une boîte contenant un ensemble de colliers et boucles d'oreilles que je n'aurais jamais pu m'offrir avec ma modeste retraite. Un cadeau de ma part, pour que vous vous sentiez approprié au milieu. J'ai compris le message subliminal. J'étais inappropriée, une intruse dans son monde de luxe. Le cadeau était une façon de me diminuer, de renforcer notre différence de statut. J'ai quand même accepté avec un sourire. Quelle gentillesse, ma fille. Merci. Son sourire a légèrement vacillé, déconcerté par ma réaction sereine. C'était le moment. Le jeu allait commencer. Et moi, la pauvre vieille femme qui ne pouvait pas s'acheter une robe chère, j'étais sur le point de changer les règles. Le restaurant La Coupole était exactement comme je l'avais imaginé. Un établissement élégant datant des années 1920, avec ses plafonds peints et ses colonnes art déco, rempli ce soir-là du gratin de la société parisienne. Des voitures de luxe s'alignaient devant l'entrée, des chauffeurs en uniforme ouvrant les portières pour des invités élégamment vêtus. Je me sentais petite, déplacée, mais j'ai gardé la tête haute. Sylvie circulait parmi les invités comme une reine, présentant Pascal fièrement comme mon mari, l'architecte, tandis que je suivais discrètement, observant tout. C'est alors que j'ai aperçu Nicolas. Il ne devrait pas être là. C'était un risque absurde, mais il était là, conversant avec animation avec un groupe d'hommes d'affaires, comme s'il appartenait à cet environnement. Nos regards se sont croisés un instant. Il a froncé les sourcils, essayant peut-être de se rappeler où il m'avait vu auparavant. J'ai rapidement détourné le regard, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, dans les toilettes luxueuses du restaurant, j'ai entendu des voix provenant d'une pièce adjacente, un petit bureau avec la porte entr'ouverte.
j'ai immédiatement reconnu Sylvie et Nicolas. Tu as perdu la tête, apparaître à l'anniversaire de ma mère. Et si Pascal a des soupçons, tu me manquais, toi, mon fils. Je suis fatigué de ce jeu, Sylvie. Notre accord était clair. Tu reçois ton argent et tu restes loin. L'argent ne suffit plus. Je veux reconnaître Thomas. Je veux être un vrai père. La voix de Sylvie a pris un ton glacial que je connaissais bien. Jamais. Tu as compris? Jamais je ne permettrai que tu détruises tout ce que j'ai construit. Thomas est un Moreau-Rousseau maintenant. Il a un avenir brillant devant lui. Qu'as-tu à offrir? Un petit appartement et un nom sans poids? J'ai de l'amour véritable à offrir. Quelque chose que tu ne connais pas. Le bruit d'une gifle a coupé l'air, suivi d'un rire amer de Nicolas. Voilà la vraie Sylvie Moreau, la vipère derrière la socialite parfaite. Je me suis éloignée silencieusement, les mains tremblantes. Ce que je venais d'entendre confirmait mes soupçons les plus sombres et en même temps présentait une nouvelle complication. Nicolas voulait son fils. Il voulait détruire la façade que Pascal avait accepté de maintenir. J'ai traversé la salle principale comme en transe, observant ces personnes riches et puissantes, toutes souriantes, toutes jouant parfaitement leurs rôles sociaux. Combien d'autres mensonges, combien d'autres farces se cachaient derrière ces sourires. C'est alors que j'ai aperçu Antoine Moreau, un homme imposant aux cheveux grisonnants et à la posture militaire, conversant sérieusement avec deux messieurs d'âge similaire. Quelque chose dans son expression sévère, dans son regard pénétrant, m'a donné du courage. Je me suis approché avec détermination, l'enveloppe pesant dans la poche de mon manteau comme du plomb. C'était maintenant ou jamais. « Monsieur Moreau, pourrais-je vous parler en privé? C'est au sujet de votre fille. » Les yeux gris-bleus, si différents de ceux de Sylvie, m'ont regardé avec curiosité. « Et vous êtes ?»« Madeleine Rousseau, la mère de Pascal, le mari de votre fille. » Il a poliment acquiescé, s'excusant auprès de ses interlocuteurs. Il m'a conduite vers une terrasse latérale, moins fréquentée par les invités. « En quoi puis-je vous aider, Madame Rousseau ?» J'ai respiré profondément, cherchant du courage dans les profondeurs de mon âme. « Vous aimez votre famille, n'est-ce pas? Vous valorisez l'honneur, la vérité ?» Il a froncé les sourcils, intrigué par mon approche directe. « Certainement, ce sont des valeurs non négociables pour moi. Alors vous méritez de savoir que vous vivez un mensonge. » Je lui ai tendu l'enveloppe. « Votre fille trahit mon fils depuis le début de leur mariage. Le petit Thomas n'est pas votre petit-fils biologique. » Son visage a pâli, puis a pris une teinte rougeâtre. Ses mains fortes ont légèrement tremblé en ouvrant l'enveloppe et en examinant son contenu. Des minutes qui semblaient des heures sont passées, tandis qu'il lisait chaque document, étudiait chaque photographie. Son visage, un masque impénétrable de contrôle. Finalement, il a soigneusement replié le tout et m'a regardé avec un regard qui semblait voir à travers mon âme. « Pourquoi me montrez-vous cela, Madame Rousseau ? Parce que je suis fatiguée de voir souffrir mon fils, parce que je veux justice, parce que je crois que vous, contrairement à votre épouse, ne toléreriez pas une telle malhonnêteté dans votre famille. » Il a lentement hoché la tête. « Vous avez raison, je ne le tolère pas. » Il a fait une pause, m'étudiant. « Mais je dois demander, votre fils sait-il que vous faites cela ?» J'ai senti un nœud dans la gorge. « Mon fils connaît la trahison. Il sait que Thomas n'est pas le sien. Il a accepté cette situation pour des raisons que je ne comprends pas encore totalement. Mais il ne sait pas que je suis ici. Je comprends. » Il a rangé l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. « Vous venez de placer une bombe dans ma famille, Madame Rousseau. J'espère que vous êtes prête pour l'explosion. » À ce moment, une voix familière a retenti derrière nous. « Papa, que se passe-t-il ici ?» Nous nous sommes retournés pour trouver Sylvie, magnifique dans sa robe de soirée, le visage un masque de méfiance en me voyant converser avec son père. Antoine Moreau a regardé sa fille avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de déception, de colère et de résolution. Nous avons une conversation très intéressante sur l'honneur familial, Sylvie, quelque chose que tu sembles méconnaître. J'ai vu son visage pâlir, les yeux verts s'agrandissant de compréhension et de panique. « Papa, je ne sais pas ce que cette femme t'a dit, mais... » Silence. Sa voix, bien que basse, portait une autorité qui fit reculer Sylvie comme une enfant réprimandée. « Pas ici, pas maintenant, mais cette farce s'arrête aujourd'hui. » C'est alors que j'ai vu Pascal s'approcher,
confus par notre petite réunion sur la terrasse. À ses côtés, comme une ombre indésirable, venait Nicolas Lambert. Le destin avait réuni tous les personnages de ce drame sur une seule scène. Et moi, la simple institutrice à la retraite, la pauvre vieille femme qui n'avait pas d'argent pour une robe élégante, j'avais allumé la mèche qui ferait tout exploser. « Sylvie, tout va bien ?» a demandé Pascal, regardant Nicolas avec méfiance, qui se tenait à quelques pas de distance. « Non, mon fils, » ai-je répondu, avant que quiconque puisse parler. « Rien ne va, mais bientôt ce sera le cas. » Antoine Moreau nous a regardés chacun à notre tour, puis la salle remplie d'invités. « Allons tous dans mon bureau au manoir, maintenant. » Et ainsi, nous avons suivi le patriarche vers sa voiture, un petit cortège de secrets sur le point d'être révélés, des vies sur le point d'être transformées à jamais. Dans la limousine silencieuse qui nous conduisait vers le manoir des Moreau à Neuilly-sur-Seine, personne n'osait parler. Le chauffeur nous a lancé des regards curieux dans le rétroviseur, sans doute intrigué par la tension palpable qui remplissait l'habitacle. Pascal était assis à côté de moi, me jetant des regards interrogateurs que j'évitais soigneusement. Sylvie, d'habitude si éloquente, fixait ses mains posées sur ses genoux. Nicolas regardait par la fenêtre, comme s'il contemplait les conséquences de ses actions. Et Antoine Moreau, droit comme un i, semblait déjà formuler dans sa tête le jugement qu'il allait prononcer. Le bureau d'Antoine Moreau était exactement comme l'homme, imposant, traditionnel et intimidant. Des murs revêtus de bois sombre, des livres reliés en cuir, un lourd bureau en acajou qui semblait avoir été témoin de décennies de décisions importantes. Un immense tableau du patriarche en uniforme militaire dominait le mur principal, rappel constant de son autorité. Nous sommes entrés en silence, une procession tendue de secrets et de mensonges, sur le point d'être exposée. Antoine a pris place dans le fauteuil derrière le bureau, un juge prêt pour son procès. Sylvie est restée debout, rigide comme une statue, les jointures blanches à force de serrer son sac de marque. Pascal semblait confus, alternant des regards entre moi et Nicolas, qui se tenait près de la porte comme s'il calculait des routes d'évasion. « Asseyez-vous » a ordonné Antoine, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Nous avons obéi automatiquement. Je me suis sentie comme une écolière dans le bureau du directeur, malgré mes 67 ans. « Sylvie » a-t-il commencé, les yeux fixés sur sa fille. « La mère de ton mari vient de me montrer quelque chose de troublant. » Il a sorti l'enveloppe de la poche intérieure de sa veste, la posant sur la table comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Aimerais-tu expliquer ceci avant que je ne l'ouvre à nouveau ?» J'ai vu la panique grandir dans les yeux de ma belle-fille, ces mêmes yeux qui m'avaient si souvent regardée avec mépris. « Papa, quoi que cette femme t'ait montré, ce sont des mensonges. Elle n'a jamais accepté mon mariage. Elle a toujours essayé d'éloigner Pascal de moi. » Sa voix, normalement contrôlée, avait une tonalité aiguë de désespoir. Des mensonges. Antoine a ouvert l'enveloppe, éparpillant son contenu sur la table. J'ai ici un test ADN démontrant que mon supposé petit-fils ne porte pas le sang des Rousseau. J'ai des relevés bancaires montrant des paiements réguliers à M. Lambert ici présent. J'ai des photographies de toi avec cet homme dans des situations qu'une femme mariée ne devrait jamais être. Sont cela les mensonges, Sylvie? Pascal s'est brusquement levé, le visage pâle. « Monsieur Moreau, ce n'est pas ce que vous croyez, je... » « Tu le savais ?» ai-je interrompu, ne pouvant plus me contenir. « Pascal, s'il te plaît, assez de mensonges. J'ai trouvé les documents dans votre chambre. Je sais que tu as accepté d'élever Thomas, tout en sachant qu'il n'est pas ton fils biologique. Mon fils m'a regardé comme si je venais de le poignarder dans le dos. La douleur dans ses yeux a failli me faire reculer, mais il était trop tard. La vérité, comme de l'eau retenue, coulait maintenant de façon incontrôlable. « Est-ce vrai, Pascal ?» La voix d'Antoine était basse, dangereuse. Mon fils s'est passé la main sur le visage, soudainement vieilli de 10 ans. Oui, je l'ai découvert peu après la naissance de Thomas. Sylvie, elle, je l'aimais. Sylvie a explosé, des larmes ruinant son maquillage parfait. J'aime Pascal. Je l'ai toujours aimé. C'était une erreur, une seule erreur. Une erreur de 3 ans. Nicolas a finalement parlé, sa voix chargée d'amertume. Une erreur qui a résulté en mon fils, que tu m'as interdit de connaître, d'élever. Tais-toi. Sylvie s'est tournée vers lui,
furieuse. Tu as accepté l'accord, tu as accepté l'argent, parce que j'étais en faillite et désespérée. Nicolas a avancé d'un pas, parce que tu as menacé de ne jamais me laisser voir l'enfant si je ne coopérais pas, parce que ton père ici présent, il a pointé Antoine, a suffisamment d'influence pour détruire toute chance de recommencer que j'aurais pu avoir dans le domaine. Antoine Moreau a levé un sourcil, véritablement surpris. J'ai utilisé mon influence contre vous, monsieur Lambert. C'est la première fois que j'entends pareille absurdité. Pas vous directement, a répondu Nicolas. Sylvie a dit qu'elle utiliserait le nom de la famille, les contacts de son père, pour s'assurer que je ne travaillerais plus jamais dans l'architecture si j'essayais de réclamer mon fils. Tous les regards se sont tournés vers Sylvie, qui semblait maintenant acculée. « C'était nécessaire », a-t-elle murmuré, « pour protéger la famille, pour éviter le scandale, pour protéger ta réputation, tu veux dire, ai-je corrigé, incapable de contenir l'indignation, pour maintenir ton style de vie, ton statut social. Vous ne comprenez rien », Sylvie a crié, me pointant d'un doigt accusateur. « Vous avez grandi dans un autre monde, enseignant à des enfants pour survivre. Vous ne savez pas ce que signifie porter un nom comme Moreau, les attentes, les obligations. Ma fille ne parlerait jamais ainsi, a interrompu Antoine, sa voix glaciale. Les Moreau ont une devise, l'honneur avant tout. Où est ton honneur, Sylvie ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Sylvie semblait physiquement diminuer sous le regard accusateur de son père. Pascal, qui était resté silencieux, a finalement parlé. J'ai accepté la situation parce que j'aime Thomas. Dès le premier moment où je l'ai tenu, c'était mon fils, peu importe ce que dit un test ADN. Il s'est tourné vers moi, les yeux larmoyants. « Maman, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'abord ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Mon fils, j'ai essayé tant de fois. Tu ne m'écoutais plus. Sylvie t'a monté contre moi, t'a fait douter de tout ce que je disais. Parce qu'elle est manipulatrice, fouineuse. Sylvie a explosé à nouveau. « Assez, Sylvie !» La voix d'Antoine a résonné dans le bureau. « Ton comportement fait honte à notre nom. »« Le nom, toujours ce maudit nom !» a murmuré Sylvie, des larmes coulant maintenant librement. « Je n'ai jamais été assez bonne pour porter le nom Moreau, n'est-ce pas, papa? Je n'ai jamais été le fils que tu voulais. » J'ai vu quelque chose se briser dans les yeux d'Antoine, une fissure dans la façade du patriarche autoritaire, révélant pour un instant le père blessé en dessous. Cela n'a rien à voir avec le fait que tu sois une femme, Sylvie. Cela a à voir avec le caractère, avec la décence fondamentale. Il a respiré profondément, reprenant sa contenance. La question maintenant est, que ferons-nous à ce sujet? Nicolas a fait un pas en avant. Je veux mon fils. Je veux pouvoir le connaître, vivre avec lui. Thomas ne connaît que Pascal comme père. Ai-je argumenté, inquiète pour mon petit-fils au milieu de toute cette confusion. Il n'a que 3 ans. Comment lui expliquerions-nous? Avec la vérité, a répondu Antoine, surprenant tout le monde. Adapté à son âge, évidemment, mais la vérité. Les mensonges ne génèrent que plus de mensonges, comme nous le voyons. Pascal s'est levé, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de désespoir. Je ne vais pas renoncer à mon fils. Biologique ou non, je suis son père. J'ai été présent à chaque moment, chaque fièvre, chaque cauchemar. Personne ne suggère que vous vous éloigniez, Pascal, a dit Antoine, d'un ton conciliant. Mais M. Lambert a des droits légaux qui ont été niés à travers un accord discutable, pour dire le moins. Sylvie s'est brusquement levée, le visage tordu en un masque de fureur et de désespoir. C'est ridicule. Allons-nous détruire la vie d'un enfant à cause d'ADN? Thomas est un Moreau-Rousseau. Il a un avenir brillant devant lui. Il étudiera dans les meilleures écoles, héritera d'entreprises. Que peut offrir Nicolas? Un petit appartement et un nom sans poids? Je peux offrir un amour véritable, a répété Nicolas les mêmes mots que j'avais entendus auparavant dans le couloir. Quelque chose que tu ne connais pas, Sylvie. C'est alors que la porte du bureau s'est ouverte sans avertissement. Jeanne Moreau, mère de Sylvie, est entrée comme un ouragan, élégante dans sa robe de soirée. « Antoine, que se passe-t-il? Les invités demandent après toi, pour l'amour du ciel. C'est mon anniversaire, as-tu oublié ?» Son regard a parcouru la salle, s'arrêtant sur chaque visage jusqu'à se poser sur les documents éparpillés sur la table. Reconnaissance et horreur sont apparus dans ses yeux. « Non », a-t-elle murmuré, « pas ici, pas aujourd'hui. »« Tu le savais ?» a affirmé Antoine. «
non comme une question, mais comme une constatation douloureuse. Tu savais tout cela. Jeanne a redressé sa posture, le menton relevé en défi. Je l'ai su quand je l'ai découvert. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. J'ai protégé ma fille. En mentant, en couvrant trahison et fraude. Ce n'est pas de la protection, Jeanne. C'est de la complicité. La confrontation entre le couple de patriarches a ajouté une nouvelle couche de tension à l'ambiance déjà étouffante. Nous étions tous spectateurs d'un drame qui se déroulait à plusieurs niveaux, mari et femme, père et fille, amant interdit, mère et fils. Nous ne pouvons pas résoudre cela maintenant, a insisté Jeanne, pragmatique comme toujours. Nous avons 200 invités là-bas. Un scandale serait dévastateur pour tous. Antoine est resté silencieux un moment, pensif. Finalement, il a acquiescé. Tu as raison sur un point. Aujourd'hui n'est pas le moment. Mais cette conversation ne s'arrête pas ici. Il s'est tourné vers nous, son expression grave. Pascal, Nicolas, Madame Rousseau, je vous demande de vous retirer discrètement. Nous continuerons cette discussion demain dans mon bureau en ville, à 10 heures. Je me suis levée, me sentant étrangement légère malgré la situation chaotique. La vérité était exposée. Il n'y avait plus de secret, plus de manipulation dans l'ombre. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Antoine a ajouté « Sylvie, tu restes. Nous avons beaucoup à discuter, ta mère et moi. » Le regard que Sylvie m'a lancé en sortant contenait de la pure haine. Si les regards pouvaient me tuer, je serais tombée sur place. Mais j'ai soutenu son regard sans fléchir. Des années de soumission et de peur étaient derrière moi. Nous sommes sortis silencieusement du manoir, évitant de retourner au restaurant où la fête continuait, ignorante du drame qui venait de se dérouler. Dans la voiture, en chemin vers l'appartement, Pascal a finalement rompu le silence. « Pourquoi, maman? Pourquoi n'es-tu pas venue me parler d'abord? M'aurais-tu écouté? M'aurais-tu vraiment écouté ?» Je me suis tournée pour le regarder. Depuis des années, j'essaie de te dire que Sylvie n'est pas qui tu penses. Tu l'as toujours défendue. Tu as toujours minimisé ce qu'elle faisait, même quand elle m'a humiliée publiquement dans cette boutique. Pascal a serré le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Je pensais que tu exagérais. Elle disait que tu étais jalouse, que tu n'acceptais pas notre mariage. Et tu l'as cru, elle, pas moi, ta propre mère. Il n'a pas répondu, mais j'ai vu une larme couler sur son visage. Mon fils fort, mon architecte accompli, réduit à un enfant perdu. Mon cœur s'est serré. Pascal, je n'ai pas fait cela pour te blesser ou pour détruire ton mariage. Je l'ai fait parce que je ne supportais plus de te voir souffrir en silence, piégé dans une mascarade. « J'aime Thomas », a-t-il murmuré, « plus que tout au monde. Je sais, mon fils, et cela ne changera pas. Tu seras toujours son père, le père qui a été présent, qui l'a aimé depuis le premier jour. » J'ai touché doucement son bras. Mais Nicolas a aussi le droit de connaître son fils. La vérité est toujours préférable au mensonge, aussi douloureuse soit-elle. Nous sommes arrivés à l'appartement tard dans la nuit. L'appartement de Saint-Germain, toujours si froid et impersonnel, semblait encore plus vide. Thomas dormait profondément, gardé par la nounou qui, ignorante du drame familial, a simplement rapporté que l'enfant a bien mangé et beaucoup joué. Après le départ de la nounou, je suis restée éveillée dans la cuisine, préparant une tisane apaisante. Pascal est apparu à la porte, les yeux rougis. « Je n'arrive pas à dormir », a-t-il confessé, s'asseyant lourdement à la table. J'ai servi du thé pour nous deux en silence. C'était comme revenir des décennies en arrière quand il était adolescent et venait me raconter ses problèmes à l'école tard dans la nuit. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant, maman ?» Sa voix avait une vulnérabilité qui m'a brisé le cœur. « Je ne sais pas avec certitude, mon fils, mais nous serons ensemble, comme nous l'avons toujours été. » J'ai couvert sa main avec la mienne. « Tu es fort, tu l'as toujours été. Et Thomas a besoin de cette force maintenant. Penses-tu que Sylvie se battra pour la garde ?» J'ai considéré la question attentivement. Je pense que Sylvie se battra pour ce pourquoi elle s'est toujours battue. Le statut, l'apparence, le confort. Si elle devait choisir entre Thomas et la fortune de la famille, je crains que... Je n'ai pas eu besoin de terminer. Pascal connaissait sa femme mieux qu'il ne l'admettait. La nuit est passée lentement, chargée d'appréhension. J'ai mal dormi, me réveillant à chaque bruit, craignant et espérant le retour de Sylvie. Elle n'est pas revenue. Le lendemain matin, à 9h30, nous étions prêts pour la rencontre au bureau d'Antoine.
Pascal semblait avoir 10 ans de plus, de profondes cernes marquant son jeune visage. Thomas est resté avec la nounou, ignorant la tempête qui se formait autour de lui. Le bureau d'Antoine Moreau occupait l'étage supérieur d'un immeuble historique dans le quartier financier de Paris. La plaque discrète sur la porte indiquait simplement « Moreau Investissement », sans aucune ostentation. Nous avons été accueillis par une secrétaire efficace qui nous a conduits dans une salle de réunion. Nicolas était déjà là, tendu dans son costume bien taillé. Quelques minutes plus tard, Antoine est entré, suivi par Sylvie. J'ai immédiatement remarqué l'absence de Jeanne. « Bonjour à tous », a commencé Antoine, formel comme toujours. Sylvie a quelque chose à dire. Ma belle-fille semblait différente. L'air arrogant avait disparu, remplacé par une expression vaincue que je n'avais jamais vue auparavant. Elle évitait de regarder directement l'un d'entre nous. Elle a hésité, la voix tremblant légèrement. Je voudrais présenter mes excuses pour ce que j'ai fait, pour les mensonges, pour la façon dont j'ai traité. Elle m'a brièvement regardé. Dont j'ai traité Madame Rousseau. La surprise a dû être évidente sur mon visage. En 4 ans de cohabitation, je ne l'avais jamais entendue s'excuser auprès de qui que ce soit. Mon père, elle a jeté un regard rapide à Antoine. Mon père et moi avons longuement parlé hier soir sur l'honneur, sur la responsabilité, sur les conséquences de nos actes. Antoine est intervenu. Après beaucoup de réflexion, nous sommes arrivés à certaines décisions. Premièrement, Sylvie accepte un divorce consensuel, sans dispute sur les biens ou propriétés. Pascal a lentement acquiescé, le visage impassible. Deuxièmement, concernant le petit Thomas, nous proposons une garde partagée entre Pascal et Monsieur Lambert, avec des visites régulières et alternées. Nicolas a semblé surpris par la proposition raisonnable. Et Sylvie, j'aurai droit à des visites supervisées, a-t-elle répondu, la voix faible. Jusqu'à ce que je fasse preuve de plus de maturité et de responsabilité. Il y avait quelque chose d'étrange qui se produisait. La Sylvie que nous connaissions n'aurait jamais accepté de tels termes sans se battre, sans manipuler, sans menacer. Et pourquoi accepterais-tu tout cela ainsi, soudainement, ai-je demandé, incapable de contenir ma méfiance. C'est Antoine qui a répondu. Parce que les alternatives sont pires, Madame Rousseau, bien pires. J'ai alors compris, le patriarche avait utilisé son influence, non pas pour détruire Nicolas comme Sylvie l'avait menacé, mais pour contrôler sa propre fille. Quel pouvoir un père conservateur comme lui pourrait-il avoir sur une fille de la haute société? Le même que toujours, l'argent et le statut. Sylvie est déshéritée, a confirmé Antoine, comme s'il lisait dans mes pensées. Elle n'aura pas accès aux fonds fiduciaires de la famille, aux entreprises ou aux propriétés. Elle devra vivre avec ce qu'elle a construit par elle-même. Le coup était dévastateur pour quelqu'un comme elle, qui n'avait jamais travaillé un jour dans sa vie, qui définissait sa valeur par le nom de famille et par la taille du compte bancaire. Et il y a plus, a poursuivi Antoine. Si elle ne respecte pas rigoureusement les termes de cet accord, si elle tente de manipuler ou de nuire à l'un des impliqués, elle fera face non seulement à ma désapprobation, mais à des conséquences légales. J'ai suffisamment de documents pour un procès pour fraude, pour aliénation parentale, pour préjudice moral. Pascal a regardé sa femme, ou future ex-femme, avec un mélange de pitié et d'incrédulité. Alors c'est ça, c'est fini. Sylvie a levé les yeux, ses yeux verts maintenant ternes, sans l'éclat félin qui la caractérisait tant. C'est fini, Pascal. Je suis désolée pour tout. Nous sommes sortis de cette salle de réunion comme des survivants d'un naufrage, secoués, épuisés, mais d'une certaine manière soulagés d'être vivants. Sur le trottoir, avant de nous séparer, Nicolas s'est approché de moi. « Merci », a-t-il dit simplement, d'avoir eu le courage qu'aucun de nous n'a eu. J'ai acquiescé en silence. Je ne l'avais pas fait pour lui, mais pour mon fils, pour mon petit-fils, et oui, pour moi-même aussi. Sur le chemin du retour vers l'appartement, j'ai observé le profil de mon fils pendant qu'il conduisait en silence. Il y avait de la douleur dans ses traits, sans doute, mais aussi un soulagement subtil, comme quelqu'un qui se libère enfin d'un poids qu'il a porté trop longtemps. « Et maintenant ?» ai-je demandé doucement. Pascal a respiré profondément. « Maintenant, maman, nous recommençons, nous tous. » En arrivant à l'appartement, Thomas a couru dans les bras de son père, riant de cette façon insouciante que seuls les enfants peuvent avoir. Pascal l'a serré fort
les yeux fermés, comme s'il tenait le monde entier. À ce moment, j'ai su que nous irions bien. Le chemin serait difficile, plein de virages et d'obstacles, mais nous étions enfin sur la bonne voie. Et moi, la pauvre vieille femme, qui ne pouvait pas acheter une robe élégante, j'avais récupéré quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel vêtement. Ma dignité, ma voix et l'amour de mon fils. Les mois qui ont suivi la confrontation dans la salle de réunion ont été comme apprendre à marcher à nouveau après une longue maladie. Chaque pas était incertain, parfois douloureux, mais nécessaire pour retrouver notre force. Le divorce a été finalisé avec une rapidité surprenante. Sylvie, privée du soutien financier de sa famille, n'était pas en position de faire des exigences. Pascal a gardé l'appartement de Saint-Germain, mais a décidé de le vendre quelques mois plus tard. Trop de mauvais souvenirs, a-t-il expliqué, tandis que nous emballions nos affaires. Nous avons trouvé un appartement chaleureux dans le 15e arrondissement, avec 3 chambres, une pour Pascal, une pour Thomas, et pour la première fois depuis des années, une vraie chambre pour moi, avec de l'espace pour une petite machine à coudre que mon fils a insisté pour m'acheter. Pour que vous fassiez ce que vous avez toujours aimé, maman, a-t-il dit, avec ce sourire qui me rappelait tant l'enfant que j'avais élevé. L'adaptation de Thomas à la nouvelle réalité a été étonnamment sereine. Les enfants ont une résilience que nous, adultes, sous-estimons souvent. Pascal et Nicolas ont convenu d'introduire graduellement la vérité avec l'aide d'une psychologue pour enfants. Thomas, tu sais que les familles viennent sous toutes les formes, n'est-ce pas? A expliqué Pascal à l'enfant, assis dans notre nouveau salon avec Nicolas présent. Certains enfants ont un papa et une maman. D'autres ont 2 mamans ou 2 papas. Toi, tu es très spécial. Tu as 2 papas qui t'aiment beaucoup. Au début, Thomas était confus, mais il a vite adopté la nouvelle réalité avec la facilité que seul un enfant possède. Papa Pascal et papa Nico, les appelait-il, différenciant les 2 hommes qui partageaient maintenant son éducation. Nicolas s'est avéré être un homme meilleur que ce que j'espérais, respectueux envers Pascal, gentil avec moi et complètement amoureux de son fils. Il avait un petit appartement à Montparnasse, pas très loin d'une autre, et a aménagé une chambre spécialement pour les visites de Thomas. Je n'essaierai jamais de remplacer Pascal, m'a-t-il assuré un après-midi, tandis que nous observions Thomas jouer dans le parc. Il est le père qui a été là depuis le premier jour. Je veux juste faire partie de la vie de mon fils. J'avoue avoir mis du temps à lui faire entièrement confiance. Après tout, il avait été complice de la trahison qui avait tant blessé mon fils. Mais avec le temps, son engagement sincère et son respect des limites établies m'ont convaincu de ses bonnes intentions. Sylvie, quant à elle, a presque complètement disparu de nos vies dans les premières semaines. Les visites supervisées qui lui avaient été accordées avaient rarement lieu. Elle avait toujours une excuse, un voyage, un engagement incontournable. Elle ne sait pas comment être juste une mère, a commenté Pascal un soir, après que Thomas ait demandé après elle pour la 3e fois cette semaine-là. Sans le statut, sans l'argent, sans le contrôle, elle est perdue. Je savais qu'il avait raison. Sylvie avait toujours vu Thomas comme un accessoire, une pièce sur l'échiquier de sa vie parfaitement orchestrée. Maintenant que l'échiquier avait été renversé, elle ne savait plus comment jouer. Les rares fois où je l'ai vue pendant cette période, j'ai été frappée par sa transformation. La femme élégante et hautaine qui m'avait humiliée à la boutique Élégance éternelle semblait s'être flétrie. Des vêtements encore chers, mais plus de dernière collection. Les cheveux parfaits, mais sans l'éclat d'avant. C'était comme si une lumière s'était éteinte en elle. Je n'ai pas ressenti de plaisir face à son déclin, comme j'aurais pu imaginer le ressentir. Juste une étrange compassion, le genre qui ne vient qu'avec l'âge et l'expérience. Elle avait construit toute son identité sur de fausses bases, apparence, statut, pouvoir, et quand ces bases se sont effondrées, il n'est pas resté grand-chose. Par un après-midi pluvieux de juin, environ 3 mois après le divorce, j'ai reçu une visite inattendue dans notre nouvel appartement. Pascal était au travail et Thomas passait la journée avec Nicolas. Je profitais du temps seul pour travailler sur une robe que je cousais pour moi-même, la première depuis de nombreuses années. La sonnette a retenti et en ouvrant la porte, j'ai trouvé Sylvie. Pas la Sylvie arrogante que je connaissais, mais une version plus petite, plus fragile. Elle portait un imperméable simple, trempé par la pluie, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée.
Puis-je entrer a-t-elle demandé, la voix presque un murmure. J'ai hésité un moment, évaluant si cela pouvait être une autre de ses manipulations. Mais quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité authentique que je n'avais jamais vue auparavant, m'a fait ouvrir la porte complètement. « Acceptez-vous un thé ? Vous êtes trempé ?» Elle a acquiescé en silence, me suivant jusqu'à la cuisine compacte, mais accueillante. Elle est restée debout, déplacée, comme si elle ne savait pas quelle était sa place dans ce nouveau décor de nos vies. « Asseyez-vous !» ai-je indiqué une chaise. « Je ne vais pas vous mordre. » Un fantôme de sourire est passé sur ses lèvres tandis qu'elle s'installait. « Joli endroit ?» a-t-elle commenté, regardant autour d'elle. « Chaleureux. C'est un vrai foyer !» ai-je simplement répondu, mettant la bouilloire sur le feu. Pas une maison de magazine. Nous sommes restées silencieuses pendant que l'eau bouillait. J'ai servi le thé dans de simples tasses en céramique, rien des services en porcelaine fine qu'elle appréciait tant, et me suis assise en face d'elle. « Pourquoi êtes-vous ici, Sylvie ?» Elle a tenu la tasse à 2 mains, comme si elle cherchait de la chaleur. Je suis venue m'excuser, proprement, pas forcée par mon père ou par les circonstances, mais parce que j'en ai besoin, pour moi-même. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de fausseté, du théâtre social, qu'elle maîtrisait si bien. Je n'en ai trouvé aucun. J'ai été cruelle avec vous, a-t-elle poursuivi. Délibérément cruelle, parce que vous représentiez tout ce qu'on m'a appris à mépriser, simplicité, authenticité, amour inconditionnel. Ses yeux se sont remplis de larmes, parce que vous aviez l'amour sincère de Pascal, quelque chose que je n'ai jamais eu. Je n'ai pas répondu immédiatement. Des années de rancœur ne se dissolvent pas avec quelques mots, aussi sincères semble-t-il. « Et Thomas ?» ai-je finalement demandé. « Vous avez manqué les visites ?» Elle a baissé les yeux, honteuse. Je ne sais pas comment être sa mère maintenant. Avant, c'était facile. J'avais des nounous, des activités programmées, des vêtements de marque. C'était comme jouer à la poupée. Elle a levé les yeux, larmoyant. Maintenant, je dois être juste une mère, et je n'ai aucune idée de comment faire. Quelque chose en moi s'est ému. Derrière la socialite arrogante qui m'avait humiliée publiquement, il y avait une femme profondément insécure, produit d'une éducation privilégiée, mais émotionnellement aride. Personne ne naît en sachant, Sylvie. Être mère s'apprend jour après jour, dans les erreurs et les réussites. « Vous avez fait paraître cela si facile » a-t-elle murmuré. Pascal parle toujours de combien vous vous êtes sacrifié pour lui, de l'amour inconditionnel qu'il a reçu. Ce n'était pas facile. J'ai été mère célibataire la majeure partie de sa vie. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré d'épuisement, des jours où j'ai douté de chaque décision. Mais j'aimais mon fils par-dessus tout. Et cela rendait chaque sacrifice valable. Nous avons terminé notre thé dans un silence moins tendu. Avant de partir, Sylvie a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Pensez-vous qu'un jour vous pourriez me pardonner ?» J'ai regardé cette femme brisée devant moi et j'ai répondu avec l'honnêteté que j'ai toujours valorisée. « Je ne sais pas, Sylvie. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on allume d'un moment à l'autre. C'est un processus. Mais je suis prête à commencer ce processus si vous êtes vraiment engagé à changer. » Ce fut le début d'une transformation lente, pas seulement chez Sylvie, mais chez nous tous. Elle a commencé à assister régulièrement aux visites avec Thomas, apprenant maladroitement au début à être une présence constante et positive dans sa vie. Elle s'est inscrite à l'université, quelque chose qu'elle n'avait jamais terminé, distraite par la vie sociale, et a loué un appartement modeste, refusant l'offre de Jeanne de la soutenir financièrement. Dans une de mes conversations avec Sophie, elle m'a présenté une proposition inattendue. « Madame Rousseau, j'ouvre une petite boutique de vêtements dans le quartier du Marais. Rien de très élégant, mais des vêtements jolis et accessibles. Accepteriez-vous de créer quelques pièces exclusives pour moi? Votre talent avec la couture est incroyable. » J'ai été si surprise que je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. À 67 ans, quand la plupart des gens pensent à la retraite, je recevais une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. « Je ne sais pas si j'ai l'énergie pour cela, ma fille, » ai-je confessé, incertaine. « Vous n'avez pas besoin de travailler à temps plein. Juste quelques pièces par mois, à votre rythme. Mais je crois que vos modèles seraient un atout différenciant. Il y a beaucoup de femmes mûres qui ne s'identifient pas aux vêtements juvéniles des grands magasins, ni ne peuvent se permettre les boutiques chères. J'ai consulté Pascal, qui m'a encouragée avec enthousiasme. « Maman, vous avez toujours eu du talent.
Pourquoi ne pas le partager avec le monde? J'ai accepté la proposition de Sophie comme une expérience. J'ai créé 5 robes pour commencer, des modèles que je voudrais porter moi-même, élégants mais confortables, avec des tissus de qualité et des finitions impeccables. À ma surprise, elles se sont vendues en moins d'une semaine. « Nous avons besoin de plus !» s'est exclamée Sophie, rayonnante. Les clientes demandent quand arriveront de nouveaux modèles de la ligne Madeleine. Ainsi est né, presque par accident, l'atelier Renaissance. Le nom était une suggestion de Pascal. Parce que c'est ce que vous faites, maman. Renaître après tant d'années. Aujourd'hui, en ce jour de mon 68e anniversaire, lorsque je regarde en arrière sur tout ce qui s'est passé, je peux à peine croire la transformation de ma vie. D'une femme humiliée publiquement par sa belle-fille, entendant les mots cruels « Lâche cette robe, pauvre vieille femme. Tu n'as pas d'argent », à une femme accomplie, respectée et entourée d'amour véritable. Pour célébrer cette journée spéciale, Pascal et sa nouvelle compagne, Sophie, oui, la même Sophie qui m'avait tendu la main ce jour fatidique dans la boutique, m'ont offert un cadeau qui m'a fait pleurer, une robe turquoise, exactement de la couleur que j'avais admirée ce jour-là aux Galeries Lafayette. Pas le même modèle, bien sûr. Celui-ci était encore plus beau, fait spécialement pour moi, par les couturières de mon propre atelier. « Pour que vous la portiez à votre fête, maman », a dit Pascal, les yeux brillants d'émotion. « Vous méritez toutes les belles choses de ce monde. » Je me suis habillée avec soin ce soir-là, appréciant comment le tissu coulait gracieusement, comment la couleur mettait en valeur mes yeux, les mêmes yeux que mon défunt mari admirait tant. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu non seulement une femme âgée dans une jolie robe, mais quelqu'un qui avait traversé des tempêtes et en était ressortie plus forte. La pauvre vieille femme, qui ne pouvait pas acheter une robe chère, possède maintenant quelque chose de bien plus précieux, un amour authentique, un but renouvelé et la certitude inébranlable de sa propre valeur. Quand je regarde en arrière sur tout ce que j'ai vécu, je peux à peine croire la transformation de ma vie. D'une femme humiliée publiquement par sa belle-fille, entendant les mots cruels « Lâche cette robe, pauvre vieille femme, tu n'as pas d'argent », à une femme accomplie, respectée et entourée d'amour véritable. Cette humiliation qui aurait dû me détruire est devenue ma libération. Elle a libéré mon fils Pascal d'un mariage basé sur des mensonges. Elle a libéré le petit Thomas pour connaître sa véritable origine et avoir 2 pères qui l'aiment sincèrement. Elle a même libéré Sylvie, la forçant à affronter qui elle était vraiment et à chercher une meilleure version d'elle-même. Et elle m'a libérée, moi, une femme de 67 ans, qui pensait que sa vie était déjà écrite, que mon rôle était simplement d'exister dans l'ombre des autres. Cette humiliation m'a donné un nouveau départ, un but renouvelé à travers mon atelier Renaissance, où je ne crée pas seulement des vêtements, mais aide d'autres femmes à retrouver leur valeur. Ma vie a connu un tournant radical ce jour-là aux Galeries Lafayette. Qui aurait pu imaginer que des paroles aussi cruelles pourraient déclencher une telle transformation? Si je n'avais pas été humiliée publiquement, aurais-je trouvé le courage de confronter la vérité? Aurais-je découvert les mensonges qui empoisonnaient notre famille? Aurais-je libéré mon fils de cette prison dorée qu'était devenue sa vie? Cette histoire m'a appris plusieurs leçons importantes que je souhaite partager avec vous. Premièrement, notre dignité n'est pas liée à ce que nous possédons ou à ce que les autres pensent de nous. Sylvie croyait que ma valeur était mesurée par l'argent que j'avais ou n'avais pas. Mais notre valeur réelle réside dans notre intégrité, notre compassion, notre courage face à l'adversité. Deuxièmement, il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 67 ans, quand la société me considérait comme une femme en fin de parcours, j'ai trouvé un nouveau but, une nouvelle passion, une nouvelle vie. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte vraiment, c'est notre volonté de grandir et de nous réinventer. Troisièmement, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Pascal vivait dans une cage de secrets et de faux semblants. Thomas grandissait entouré de non-dits. Même Sylvie était prisonnière de ses propres tromperies. La vérité nous a tous libérés, même si le chemin vers cette libération était parsemé de larmes. Et enfin, le pardon n'est pas un acte unique, mais un processus. Je n'ai pas pardonné à Sylvie en un jour.
J'apprends encore à laisser aller la rancœur, à voir l'humanité fragile derrière son masque d'arrogance. Et ce processus m'a enrichi bien plus que je ne l'aurais imaginé. Aujourd'hui, ma vie est plus riche et plus épanouie qu'elle ne l'a jamais été. Mon atelier Renaissance prospère, attirant des femmes de tous âges qui cherchent des vêtements élégants mais confortables, créés par quelqu'un qui comprend leurs besoins et leurs désirs. Pascal a trouvé l'amour avec Sophie, une femme qui l'aime pour lui-même, pas pour son statut ou son argent. Thomas grandit entouré d'amour authentique, connaissant sa véritable histoire, mais sachant aussi qu'il est aimé inconditionnellement par ses deux pères. Même s'il vit dans son cheminement difficile, trouve peu à peu sa propre voie, construisant une identité qui ne dépend pas des apparences ou du statut social. Nos relations restent complexes, mais il y a maintenant de l'honnêteté, là où il n'y avait que manipulation. Je pense souvent à cette robe turquoise qui a tout déclenché. Elle représentait tellement plus qu'un simple vêtement. Elle était le symbole de tout ce que je pensais ne pas mériter, de tout ce que je croyais hors de ma portée. Aujourd'hui, je possède non seulement une robe turquoise plus belle encore, mais surtout, je possède la certitude de ma propre valeur. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. La préparer pour vous n'a pas été facile. Revivre ces moments douloureux, exposer mes vulnérabilités, raconter chaque détail de ce voyage si personnel, cela a demandé des heures de préparation, d'enregistrement, de montage. Mais je l'ai fait avec amour, pensant à chacun d'entre vous qui avait peut-être besoin d'entendre précisément cela aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Avez-vous vécu une situation similaire? Comment l'avez-vous affrontée? D'où nous regardez-vous? De Paris, de Marseille, de Montréal ou de Bruxelles? Peut-être même d'un petit village en Normandie ou en Provence. Vos commentaires m'aident à savoir que je ne parle pas dans le vide, que mes paroles atteignent ceux qui ont besoin de les entendre. Si mon histoire vous a touché, je vous demande de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Ce simple geste aide énormément notre chaîne « Souvenirs de grand-mère » à se développer et à atteindre plus de personnes qui, comme vous et moi, ont des histoires à raconter et à écouter. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque jour, nous partageons des histoires vraies comme celle-ci, des histoires de résilience, de nouveaux départs, de personnes ordinaires confrontées à des défis extraordinaires. Des histoires qui nous rappellent que la vie, avec toutes ses complexités, mérite d'être pleinement vécue. Si vous êtes déjà abonné, merci infiniment pour votre soutien continu. Que diriez-vous de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui? Parfois, une histoire peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver de la force dans un moment difficile. Je voudrais aussi vous parler du merci, une façon de soutenir financièrement notre chaîne. Produire ces vidéos quotidiennes demande du temps, de l'équipement, du montage, de nombreux coûts qui sont parfois difficiles à couvrir uniquement avec les visualisations. Votre contribution, aussi modeste soit-elle, aide à maintenir Souvenirs de grand-mère en vie et nous permet de continuer à apporter des histoires qui inspirent et transforment des vies. Grâce à votre aide via le merci, nous pouvons améliorer la qualité de nos vidéos, investir dans de meilleurs équipements, peut-être même voyager pour rencontrer et enregistrer des histoires de personnes de toute la francophonie. Votre soutien financier se transforme directement en plus de contenu significatif pour nous tous. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser une pensée finale. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une histoire. La mienne a changé ma vie en étant racontée. La vôtre pourrait changer la vie de quelqu'un en étant écoutée. C'est pourquoi nous sommes ici, partageant, connectant, nous rappelant les uns aux autres que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos triomphes. Ici, Madeleine Rousseau, 68 ans, ancienne institutrice, maintenant créatrice de mode, mère, grand-mère et fièrement une conteuse d'histoires sur la chaîne Souvenirs de grand-mère. Parce que nos histoires méritent d'être racontées, nos voix méritent d'être entendues et nos vies méritent d'être célébrées, peu importe notre âge, notre origine ou notre compte en banque. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Et rappelez-vous toujours, il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. À la prochaine vidéo.